nous sommes sensibles aux conséquences du réchauffement climatique. Pourquoi on ne se met pas à changer tous ensemble, collectivement, nos comportements? Pourquoi notre cerveau refuse de nous aider, en tout cas à participer à ce changement? On fait l'hypothèse que ça va vous permettre de redevenir maître un petit peu de vos décisions. On a beau être averti par des images chocs du réchauffement climatique, on a beau savoir ce qu'on devrait faire, pourtant, nos comportements ne changent pas. On s'arrange avec nos contradictions, allant parfois jusqu'à douter de ce qui fait aujourd'hui un consensus. Notre terre brûle et nos actions y jouent un rôle principal. Alors, je vous propose de lire ces freins à l'aune de la psychologie avec mon invité, Mathieu Cassotti, professeur en psychologie du développement à l'Institut de psychologie de l'Université Paris-Cité. Il nous accompagne sur ce sujet de l'urgence à agir ensemble. Bienvenue Mathieu. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je vais vous mettre en situation d'emblée, étude de cas. Imaginons qu'on prenne un café en terrasse et que je vous livre mon désarroi face à mes contradictions, à l'écart entre mon discours et mes actes concernant le réchauffement climatique. Vous me diriez quoi? Déjà, je vous dirais que c'est normal et je vous dirais que c'est plutôt une bonne chose d'être capable de détecter Pouf. que, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une différence entre notre discours et ce qu'on devrait faire ou nos actions. Donc, je vous dirais que c'est normal, mais que ce n'est pas une fatalité. Et que la psychologie est là justement pour essayer de comprendre ces mécanismes, ces blocages, pourquoi notre cerveau refuse de nous aider, en tout cas à participer à ce changement, et comment on peut essayer de dépasser un petit peu ces blocages. Et si on n'en a pas conscience, donc c'est déjà une bonne chose. Si vous en avez conscience Ok, déjà, c'est déjà un premier point. Si on n'a pas conscience et que ces biais, on ne les connaît pas, bien évidemment que c'est beaucoup plus difficile d'y résister. C'est en premier lieu. bien. Alors, en avoir conscience, ça ne suffit pas. Identifier les biais, eh ben, c'est ce qu'on va faire pendant 1 heure. J'en suis ravie. Avant de lire un article signé de votre main sur écologie et psychologie, je n'avais jamais associé ces 2 termes. C'est une association que je trouve encore bien singulière. Pourquoi ce choix dans vos travaux? Mais parce qu'on a un biais et on a un biais qui est très, très fort. On est persuadé que, la réponse à nos problèmes écologiques est technologique. C'est-à-dire que nous allons développer des technologies qui sont plus vertes, plus propres, durables, qui font qu'on va pouvoir maintenir en fait, les comportements actuels. On va rien changer, rester dans notre petit confort, rester dans nos habitudes de vie qui sont pas si anciennes que ça. C'est-à-dire que, il y a 50 ans, on ne se comportait pas de la même manière. Donc on va rester dans nos habitudes, continuer à consommer, continuer à faire tout ce qu'on fait très, très bien et que, la science, l'évolution technologique, va nous permettre d'arriver et d'avoir des énergies propres. Or, on se rend compte que ça suffira pas et ça, c'est un constat, c'est-à-dire qu'on ne sera pas en mesure, parce que c'est impossible en fait, d'avoir des évolutions technologiques qui auront absolument plus aucun impact. Quelles que soient nos activités, nous avons un impact. Nos activités conduisent à un impact et nos modes de consommation aujourd'hui conduisent à des impacts qui sont catastrophiques. Alors, on ne le voit pas forcément chez nous, mais ailleurs, il y a des conséquences qui sont très, très fortes et pas uniquement sur le réchauffement climatique. Donc, pour moi, la clé, c'est si nous devons changer nos comportements, nous avons besoin d'aller interroger alors la psychologie, mais aussi les sciences humaines et sociales d'une manière générale. Or, je vous dis, le réflexe des pouvoirs publics, et des individus, c'est de se dire, OK, on ne bouge pas le comportement, les gens font ce qu'ils font comme ils ont toujours fait, il ne faut surtout pas qu'ils changent, parce qu'ils ont envie de maintenir leur confort. Et à côté de ça, on va essayer de croire à une illusion que la technologie va résoudre tous nos problèmes. La technologie, elle avance, et il y a un certain nombre de choses qui sont efficaces et qui ont de l'impact. Mais derrière, nos comportements les plus problématiques doivent changer aussi. Et j'ai envie de dire, c'est un autre biais qui est important, c'est que si vous changez vous à une échelle locale, si vous êtes seul à changer, vous n'aurez aucun impact. Donc c'est cette question du collectif. Et donc là, la Ok. psychologie a beaucoup de choses à dire. Hmm. Ah, c'est, comment dire?
Cette idée du solutionnisme, elle est, je trouve, très inhérente à notre culture humaine et c'est étonnant pourquoi cette impensée d'aller chercher, mais sur plein de registres, hein, en nous, en fait, d'aller chercher en nous ce qui nous freine. Pourquoi il y a cette impensée? Mais parce que quand il s'agit de passer à l'action, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. On n'a pas des solutions qui viennent comme ça en claquant des doigts et les solutions existeraient, il suffirait de les appliquer. En réalité, on est dans des situations de résolution de problèmes beaucoup plus complexes où, on n'a pas forcément les connaissances à disposition. C'est-à-dire qu'on pense connaître beaucoup de choses. En réalité, les générations qui décident aujourd'hui, c'est-à-dire les adultes, et les quarantenaires et cetera, on a très peu entendu parler d'écologie. On a été bercés dans un milieu dans lequel, c'était pas ça la question. Jamais il y a 10 ans, je me serais posé, mais même il y a 5 ans, je me serais posé la question de savoir si j'allais prendre l'avion pour aller à une conférence aux États-Unis. L'avion était accessible, mon employeur, me demande d'y aller et c'est un intérêt pour mon employeur d'y aller, j'y vais et je prends l'avion et ça ne me pose aucun souci. Aujourd'hui, on est en train de changer un petit peu, on se rend compte, je veux dire, on a mis du temps quand même, parce que les scientifiques le disent depuis longtemps. On se rend compte que nos comportements ont un vrai impact, en fait, sur la planète et nos comportements collectifs et que si on veut se mettre à changer, il va falloir effectivement qu'on engage le collectif pour pouvoir changer. Donc, pour moi, c'est cette difficulté à se mettre à l'action et à voir, en fait, les effets des actions et il y a tout un tas de biais qui rentrent en ligne de compte et qui sont là, en fait, pour nous rassurer. Parce que, d'une certaine manière, nous sommes conscients qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et on a des émissions de télé tout le temps, on est capable de percevoir quand même qu'il y a des changements climatiques. On est capable de savoir aussi que quand on jette des tonnes et des tonnes de vêtements, usagés, c'est problématique. On sait que nos voitures sont problématiques, on sait qu'il y a plein de choses qu'on sait et pour autant on ne change pas et c'est là où c'est intéressant. C'est pour le psychologue, c'est d'essayer de comprendre pourquoi alors qu'on a conscience qu'on est au bord du gouffre, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi on ne se met pas à changer tous ensemble collectivement nos comportements? Ça peut s'expliquer tout simplement parce que notre cerveau, il est fait pour essayer de, se rassurer, en fait. Il a des mécanismes qui sont là pour le rassurer et il y a plein de ficelles qu'il utilise pour pouvoir faire en sorte justement de ne pas agir lui. Eh ben, faisons l'état des lieux de ce qui nous freine justement et j'aimerais bien commencer par, Heu, en préparant cet entretien, vous me faisiez part du fait que, bah, un des premiers, enfin, je sais pas s'il y a une hiérarchie, mais en tout cas, un des sujets, qui nous freine, c'est que on est capable, heu, à petite dose ou à grande dose de remettre en cause le consensus scientifique aujourd'hui. Donc on en est où de ça et qu'est-ce qui se passe pour que certains et certaines, de façon collective ou individuelle, on arrive à s'arranger avec ce consensus et se dire: «Oh finalement, est-ce qu'ils ont bien raison?» Et c'est une, vaste question. Mais alors déjà, on peut parler, d'un petit peu de désinformation. C'est-à-dire que, il y a tout un tas en particulier sur le climat, sur d'autres types de pollution, c'est autre chose, mais en particulier sur le climat, sur lequel on alerte depuis très longtemps, il y a ce qu'on appelle des climato-sceptiques et si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir tout un tas de vidéos qui vous expliquent, pourquoi ce que nous vivons alors il y a eu 2 types de climato-sceptiques. Il y a eu ceux qui disaient: le climat ne change pas, c'est une illusion, il ne change pas, sauf que maintenant on voit bien quand même que, ça devient vraiment perceptible. C'est-à-dire que, maintenant les preuves qui montrent que le climat change, sont trop importantes pour qu'ils puissent continuer à exposer qu'il y a pas de changement et on arrive même à les percevoir nous, j'ai envie de dire en direct. Donc aujourd'hui, ils ne disent plus ça, ils disent plus trop que ça n'existe pas, ils disent: «Ça existe, mais l'être humain n'est pas responsable de ces changements climatiques». Et puis ils ont tout un tas d'arguments. Ils développent toute une rhétorique, expliquant que, il y a tout un tas de preuves qui montrent que l'être humain n'est pas responsable. Donc ce serait une espèce de complot, visant à nous culpabiliser ou visant à modifier nos comportements, nous empêcher d'agir, nuire à notre liberté, mais en réalité nous ne sommes pour rien. Et là où ça, pour moi, ça devient très intéressant, c'est que il y a des gens qui adhèrent ou qui adhèrent pas à ces théories. En réalité, si vous posez la question aux gens de savoir s'ils pensent que, l'être humain est responsable du réchauffement climatique, la plupart vont vous dire: «Oui». On est tous convaincus aujourd'hui, que ce soit des adultes, les adolescents, c'est plutôt rassurant, on est convaincus, en tout cas en France, à moins d'être vraiment conspirationniste,
j'ai envie de dire une forme intégriste, mais quelques pourcentages, mais la grande majorité, l'extrême grande majorité, pense que les êtres humains sont responsables du réchauffement climatique. Mais si vous les exposez à une petite vidéo avec les différents arguments des climato-sceptiques, et j'ai envie de dire une petite vidéo, quand on l'a fait, on ne l'a pas fait avec une vidéo, une grande production. On l'a fait, en prenant des petits montages vidéo qu'on a trouvés sur YouTube, vraiment un truc, où on montrait les preuves qu'on leur avait menti, en fait, et que le réchauffement climatique était pas lié à l'activité humaine. Et ben, ils se mettent à vous croire. Ils se mettent à vous croire. C'est-à-dire que leur scepticisme par rapport au réchauffement climatique augmente, par rapport au début de la vidéo. Et il augmente de façon assez importante, et même si derrière on fait ce qu'on appelle du debunking, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer qu'en réalité tous les arguments, ils tiennent pas la route et cetera, ils vont être sensibles à ce debunking, mais leur scepticisme en fait ne va pas revenir à l'état initial. C'est-à-dire qu'il va rester une petite part de scepticisme qui a augmenté par rapport à, la situation initiale où ils y croyaient. Donc même si on les expose à des contre-arguments, ils croient nos contre-arguments, ils sont d'accord avec nos contre-arguments, mais il reste un petit doute d'un climato-sceptique qui perdure. Donc il ne faut pas minimiser, j'ai envie de dire, l'impact que peuvent avoir ces vidéos sur le sentiment des gens, et pour une raison très simple, hein, c'est que c'est hyper rassurant. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, si nous sommes responsables, nous devons agir. Si nous ne sommes pas responsables, bon, bah, c'est la fatalité, nous devons nous adapter. Et donc, c'est 2 discours très différents, et j'ai envie de vous dire, c'est plus facile, c'est moins culpabilisant de dire: «On n'y est pour rien, on doit s'adapter, en fait, c'est la nature qui change, comme elle a toujours fait, on doit s'adapter, point». On n'a pas besoin de changer nos comportements, et ça, c'est très différent, en tout cas dans la philosophie et dans l'action que ça peut avoir, et toutes les études montrent que quand on expose les gens à des arguments complotistes, effectivement, ils ont moins envie derrière de modifier leur comportement. Mmh. Alors, je me faisais cette réflexion, effectivement, c'est beaucoup moins culpabilisant de se dire qu'il y a toujours eu, des ères glaciaires, il y a eu des fluctuations comme ça du climat sur la Terre, et que les hommes, les humains, se sont toujours bien adaptés, donc on allait bien réussir. Mais ce qui m'intéresse là, peut-être derrière, est-ce que en termes de politique publique, puisque vous le dites, hein, si on est exposé, de toute manière, il y a quelque chose qui se passe en nous où on est enfin, ce scepticisme s'installe. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire, d'une manière collective, d'une manière politique, pour, tenter de de ne pas trop, nous confronter à ce genre de choses, finalement? Alors, moi, ma conviction, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé et qui est en cours justement, dans notre laboratoire au LabCD, c'est qu'il faut réussir à apprendre aux gens comment fonctionne leur cerveau. C'est-à-dire qu'il faut leur faire prendre conscience que, leurs réactions, leurs émotions, mais aussi la façon dont ils les régulent, les stratégies qu'ils mettent en place, ce sont, des conséquences du fonctionnement de leur cerveau, et que si on veut pouvoir, se mettre à changer, il faut d'abord résister contre soi-même. Résister contre notre appât, notre engouement de ce confort, de cette facilité, de cette consommation, de vouloir, finalement, en fait, pas se préoccuper de l'impact qu'on a sur la planète comme on l'a fait pendant très longtemps. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus agréable que de se dire: «Ah mais chaque fois que je prends une décision, OK, je vais en vacances, bah non, je vais pas aller en Thaïlande, je vais pas aller aux États-Unis, je vais réfléchir à me dire: "OK, quel impact je pourrais avoir et comment je peux minimiser cet impact"». Et donc forcément, nous, on considère qu'on n'est pas là pour leur dire: «Vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ci». C'est comment on fait pour, leur apprendre comment fonctionne leur cerveau quand ils sont exposés justement à des contenus émotionnels, quand ils se révoltent, contre, justement les injustices climatiques ou les injustices écologiques, les grands pollueurs et cetera, et comment, à partir de cette réponse émotionnelle, leur cerveau, va essayer de trouver des alternatives pour pas être dans un état de tension permanent. Et à partir du moment où vous connaissez les mécanismes, vous avez une connaissance en fait, de votre propre fonctionnement, on fait l'hypothèse que ça va vous permettre bah, de redevenir maître un petit peu, de vos décisions, et de pouvoir, faire des choix. Faire des choix, les assumer, des choix qui sont peut-être coûteux, mais à partir du moment où vous prenez une décision, que vous vous mettez dans une discipline, vous êtes en mesure en fait de pouvoir changer vos comportements. Et si vous n'avez pas conscience de ces biais, si vous n'avez pas conscience de ces limites, en fait, et des stratégies que va mettre en place votre cerveau pour pouvoir vous empêcher de passer à l'action, forcément, en fait, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour vous, de passer à l'action. Et donc il y a un enjeu en termes de politique publique. Déjà, un, qu'ils soient conscients eux aussi de leurs biais parce qu'ils n'y connaissent rien.
Donc les pouvoirs publics n'ont pas conscience n'ont pas eu de cours ou d'informations sur le fonctionnement de leur cerveau lorsqu'il s'agit donc les premiers à diffuser soit des fausses informations, soit à dire: «Ah mais c'est pas grave, il y a, et on va pas nous empêcher de nous développer, de machin et cetera». C'est les premiers à faire ça, ce sont les politiques publiques, ce sont aussi les hommes publics ou les gens qu'on voit sur les chaînes de télé et cetera et donc ça, c'est pas mal parce que ça déculpabilise. S'ils le disent alors, effectivement, j'ai moins de responsabilités, c'est pas grave et donc oui, il y a un enjeu, de formation, j'ai envie de dire d'éducation aussi. Il s'agit pas d'éduquer uniquement les enfants, et les adolescents, mais aussi les adultes, hein. Il faut pas les sortir de ces situations-là. Sûr. Au Mais non, parce fait que c'est eux qui que votent, encore. exactement. C'est ça le truc. Il faut pas uniquement les éduquer j'ai envie de dire aux connaissances scientifiques sur le réchauffement climatique, sur l'effet de serre, sur la pollution, sur l'écologie et cetera. Il faut aussi, les éduquer sur le fonctionnement du cerveau et alors qu'on n'en parle jamais, sur, les biais qui peuvent nous empêcher de passer à l'action. Et si on fait pas ça, à mon avis, on passe à côté en fait d'un levier, extrêmement fort parce que si collectivement on arrive à changer nos comportements, on va avoir un impact beaucoup plus important Et oui, que si on change de c'est clair. voiture tous. Ouais, tout à fait. Si on continue cet état des lieux de ce qui nous freine, est-ce qu'on passerait pas par les biais, les biais qui sont les nôtres? Et vous me parliez, en préparation, de mécanismes de coping. Vous nous présentez tout ça? Ouais, bien sûr, l'ensemble est lié, hein. C'est-à-dire que comme on ne veut pas passer à l'action et comme l'action est trop coûteuse, on va avoir un certain nombre de biais, de mécanismes qui vont être mis en place pour nous éviter d'avoir à le faire. Ils sont assez simples. Alors bien sûr, on a des biais qu'on a pu documenter, hein, qui sont très connus. Effectivement, vous allez avoir des gens qui vont dire: «Ah non, mais OK, moi j'ai un 4x4, mais je prends pas l'avion» ou vice versa. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut compenser, en fait, les choses. Une action va compenser une autre, et que donc du coup, OK, j'ai le droit de prendre l'avion parce que j'ai pas de 4x4. Alors c'est facile, vous pouvez toujours trouver un truc que vous ne faites pas et que vous n'avez pas besoin et cetera, ce qui vous permet de tout compenser. Et si on fait tout ça, en fait, en réalité, on continue à s'engager, en Oui, fait, de façon ne change collective, tout rien à du tout. fait, c'est clair. Donc des biais comme ça, c'est-à-dire des tendances, trompeuses, des raccourcis mentaux que vont prendre notre cerveau, il y en a beaucoup. Et moi, ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est justement ces mécanismes de coping parce que je les trouve intéressants. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, nous sommes sensibles aux conséquences du réchauffement climatique. C'est-à-dire que vous regardez des vidéos, vous regardez un journal télé, vous dites: «Non, c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose» et spontanément, la première réaction qu'on a, c'est une réaction de peur, de sidération. On parle d'éco-anxiété maintenant, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir s'il existe une éco-anxiété, mais en tout cas, il existe vraiment une préoccupation, une inquiétude, quand vous commencez à manquer d'eau, par exemple, dans un certain nombre de départements. Ouais, on commence à avoir peur et cette peur est légitime. Et normalement, on se dirait: «Bah, OK, vous avez peur, donc radicalement, on change complètement, en fait, nos comportements». C'est la conséquence. C'est-à-dire que si vous avez peur, si on est vraiment dans un état émotionnel, on se dit: «OK, on passe à l'action». Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'entre les 2, vous avez votre cerveau qui se met en action. Et votre cerveau, il dit: «OK, la peur, on n'aime pas ça, on n'aime pas d'être dans cette situation de tension permanente». Donc il va développer, en fait, il va mettre en place des contre-mesures. Et ces contre-mesures, ce sont les stratégies de coping qui sont importantes, hein, elles sont positives normalement. Stratégie de coping, c'est ce qui vous permet en fait des stratégies que vous mettez pour réguler vos émotions, de façon à pouvoir faire face à des événements importants ou des événements négatifs. Donc ces stratégies-là, le problème, c'est que là, elles vont vous pousser en fait à essayer de réévaluer en fait cognitivement la situation pour ne rien avoir à faire. C'est pour ça que vous entendez dire: «OK, non mais si moi je fais quelque chose, ça va rien changer». C'est-à-dire que très, très, très clairement, si moi je ne vais pas prendre cet avion-là, le monde ne va pas aller mieux après. Il y a tous les autres qui vont prendre les trucs. Donc, ça sert à rien que j'agisse moi à un niveau individuel si le collectif ne le fait pas. Ah mais imagine, parce que ça c'est aussi des discours on a commencé sur ce qu'on se dirait autour d'un café. En réalité, c'est ce que vous allez retrouver à chaque fois dans les discussions, alors autour d'un café ou d'une bière, peu importe, mais imagine toute la France se met à être 100 écolo, se met à effectivement faire très attention à ce qu'elle consomme, changer radicalement. On se fait tous ensemble, on est 65 millions, on se met tous à le faire. Demain, ça ne changera rien parce qu'en réalité, il y a 1,5 milliard de personnes en Chine qui ne le feront pas, il y a les Américains qui ne le feront pas, l'Amérique du Sud qui ne le fera pas, donc en réalité, il n'y aura aucun impact derrière. Ça,
c'est des stratégies, en fait, qu'on met en place pour s'empêcher ou en tout cas se déculpabiliser de ne pas passer à l'action. On culpabilise. On n'est pas bien dans un état émotionnel parce qu'on est conscient du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on ressent quelque chose de très négatif qui nous fait culpabiliser. On a 2 possibilités, soit on passe à l'action, mais ça c'est coûteux, soit on réévalue la situation et on considère que c'est pas à nous de passer à l'action, c'est pas de notre responsabilité. Et je l'entends très souvent, on me dit: «Non mais tout ce que tu essayes de faire là, ça n'aura aucun impact, il faut que ce soit les politiques qui changent. Si les politiques ne changent pas, on ne changera jamais». Et je lui dis: «Mais à chaque fois, ce sont des mécanismes qu'on met en place». Et je ne dis pas que les politiques ne doivent pas changer, je ne dis pas qu'on ne doit pas changer à un niveau mondial. Je dis juste si à chaque fois, on se dit que c'est pas à nous d'agir, bah, à la fin, personne ne va agir. Donc ça, c'est un biais, si vous voulez, qui est très important et qui est normal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dans un état émotionnel négatif comme ça. Et j'ai même envie de vous dire, ceux qui sont le plus impactés émotionnellement et peut-être les moins bien émotionnellement, ce sont les activistes. Parce que eux, ils ont décidé de passer à l'action. Eux, l'état émotionnel dans lequel ils étaient, leur perception des conséquences de ce qu'on fait sur la planète, ça ils n'ont pas mis en place de stratégie de régulation autre que l'action, donc ils passent à l'action. Mais derrière, il y a rien qui bouge, quoi. Et ils se rendent compte qu'ils passent à l'action un peu tout seuls et que ça fonctionne pas et qu'ils n'arrivent pas à mobiliser, que presque maintenant on parle d'éco-terroristes. Enfin, je veux dire, on a quand même mis des mots sur des gens qui balancent de la peinture sur des tableaux pour se faire entendre. Il y a des tableaux sur lesquels il y a une vitre, hein, on ne détruit pas véritablement les tableaux, ce sont des éco-terroristes. Sincèrement, ouais, là, en termes de rhétorique, en termes de manipulation, il y a peut-être une petite nuance, qu'on ne fait pas et qui est vraiment problématique. Donc oui, les activistes, en fait, sont pas forcément émotionnellement très bien parce qu'ils se rendent compte que, et beh, les scientifiques font la même chose, hein. C'est-à-dire que quel que soit le rapport, qui lit le rapport du GIEC aujourd'hui? Qui s'intéresse véritablement à ça? Personne. Et après, quand on est vraiment dans une situation difficile, qu'on a des inondations, qu'on a des périodes de sécheresse, qu'on a des machins, on dit: «Ah bah, qu'est-ce qu'ils foutent les scientifiques?» Mais ça fait des années qu'ils alertent. Et à un moment donné, c'est de notre responsabilité de prendre conscience de nos propres biais pour essayer de changer. Alors, on peut peut-être pas changer radicalement du jour au lendemain, mais se dire: «OK, on va essayer de s'informer, de voir comment on peut passer à l'action, de voir comment on peut changer». Si vous prenez par exemple la consommation de viande, c'est quelque chose, qui a un impact très important en fait sur la planète, qui est à notre portée parce qu'on a le droit de décider d'arrêter, et on a le droit de manger moins de viande. Je dis même pas arrêter complètement la viande, on n'est même pas là. C'est-à-dire si on divise par 2 la quantité de viande que nous consommons, rien que ça a un impact considérable et c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, complètement à notre portée et qui, à 50 ans, on mangeait moins de viande de toute façon, donc on serait pas il y a pas besoin de manger de la viande à chaque repas. Donc je considère qu'il y a des actions qu'on peut mener et des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Quand vous prenez un billet d'avion, peut-être aussi, oui, on doit se poser la question de savoir, est-ce que, je peux pas faire une autre alternative? Est-ce que je suis vraiment obligé de me déplacer? Ça, c'est aussi une question. En professionnel, il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles aujourd'hui, ça se passe très bien sur Zoom, hein, Oui, ou oui, tout sur, à fait. Bah, n'importe le quel covid nous l'a réseau montré qui, là, pour le et coup. le covid de ce point de vue-là nous a beaucoup aidés, hein, mais c'est vrai que oui, mais il y a une espèce de retour de ça, où on se dit: «Ah non, mais quand même, c'est quand même mieux quand on le voit et cetera, donc il faut et cetera», et la question écologique, l'impact qu'on a, il faut pouvoir le mesurer, il faut pouvoir l'identifier, il faut l'avoir en compte aussi dans les décisions qu'on prend. Ouais, tout à fait. Hem, on vient de faire un peu un état des lieux de ce qui nous freine, de ce qui nous empêche de passer à l'action. Vous parliez de maintenant il est intéressant de se dire: «OK, comment on démonte, ces mécanismes?» où vous parliez d'information, de comprendre comment notre cerveau fonctionne, résister du coup à certains mécanismes qui se mettent en place. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il nous faudrait faire? Je crois alors je c'est parce que je suis psychologue du développement, mais peut-être qu'on devrait travailler avec les enfants et les adolescents d'une autre manière que celle que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un autre biais qui est de considérer que les enfants et les adolescents, ne sont pas en mesure, en fait, de nous aider à trouver des solutions. C'est-à-dire que l'adulte
Alors, il y a le premier truc, c'est on pense que les solutions existent, alors que pour tout un tas de problèmes, les solutions n'existent pas. Il y a pas de solution. Il y a pas de solution. Donc il va falloir qu'on fasse de la conception, de l'innovation, qu'on essaye de trouver des solutions et ces solutions, elles sont pas forcément technologiques, hein. Elles peuvent être comportementales, elles peuvent être dans nos modes d'organisation, elles peuvent être très différentes, j'ai envie de dire, mais pas forcément technologiques. Mais il va falloir qu'on innove vraiment. Et l'autre problème, c'est qu'on pense vraiment que les enfants sont juste là pour accepter les solutions et les comportements qu'on va leur indiquer. On va leur dire: «Mais tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça». On leur explique rarement le pourquoi il faut le faire, rarement l'évaluation de l'impact que ça peut avoir de faire ce genre de choses et surtout, on ne se dit pas, «Vous êtes des enfants, vous êtes des adolescents, vous êtes les adultes de demain, on va vous apprendre à résoudre des problèmes, on va vous apprendre à concevoir des solutions, on va vous apprendre à explorer des solutions par vous-même et pas juste vous donner les connaissances, mais que vous puissiez aller explorer les différentes connaissances qui vous permettent de concevoir des solutions que vous voulez mettre en place dans vos établissements ou chez vous à l'école, chez vous, chez les parents, à la maison, etc.» Non, nous, ce qu'on dit, c'est tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça et vous appliquez. Je pense que là, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire il faut se mettre en fait à essayer de résoudre ensemble les problèmes et d'impliquer les enfants. Et cette capacité à résoudre les problèmes, à faire de la conception innovante, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas c'est pas quelque chose qui est mis en place dans les écoles et alors que, je pense que ce serait formateur au-delà de la question écologique, mais 2, c'est fondamental. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la question du gaspillage alimentaire. Alors je commence à être, j'ai 42 ans, donc ça fait longtemps que je suis plus à l'école, mais déjà quand j'étais à l'école, on nous alertait sur le gaspillage alimentaire. On nous disait: «Ah bah, tu te rends compte, si tu ne manges pas toute ton assiette, il y a des gens qui meurent de faim» et cetera. J'ai pas l'impression que ça a eu un impact, très important puisque aujourd'hui dans les cantines, on a le même type en fait de problème. C'est-à-dire que, nos enfants, non seulement, mangent pas suffisamment pour la journée, ce qui est quand même un vrai problème, mais surtout gaspillent une quantité phénoménale de nourriture. Si on regarde le gaspillage, mais pas que dans nos cantines, d'une manière générale de la nourriture à l'échelle de la planète, c'est énorme en termes de ressources, c'est terrifiant. Alors même qu'on n'arrête pas de dire et qu'on le sait que nos ressources sont limitées. Donc il y a des gens qui meurent de faim et on jette des quantités phénoménales de nourriture. Maintenant, quand vous regardez et que vous dites aux gamins, mais aussi aux adultes, hein, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que et vous les mettez dans une situation de résolution de problème et vous dites: «OK, essayez de me générer le plus de solutions créatives pour faire en sorte de limiter ce gaspillage alimentaire». Vous lui dites: «OK, tu as 10 minutes pour me proposer le plus de solutions possibles». Bon, bah, les enfants de CE2 proposent le même type de solution que les adultes à l'université ou que les adultes d'une manière générale. C'est-à-dire que alors c'est pas qu'ils sont meilleurs, hein, c'est pas qu'ils sont très forts, c'est pas qu'on est très, très bon, hein, c'est juste qu'on est très mauvais, en fait, dans notre capacité à pouvoir, proposer des solutions pour ça et qu'une fois qu'on a dit: «Il faut que la nourriture, elle soit meilleure, il faut arrêter de jeter», enfin, c'est voilà, c'est ça, en fait, les solutions. Il y a 4 types de solutions qu'on va donner et on est incapable de réfléchir, un petit peu plus loin que ces effets de fixation. Donc nous, on l'avait déjà documenté dans le champ de la créativité que quand on résolvait des problèmes, en fait, on allait chercher les solutions les plus classiques, y compris quand on nous demande d'être créatif. Notre cerveau est fait qu'il va chercher automatiquement, en fait, par analogie très proche, des solutions qui sont, les plus classiquement, à disposition et c'est vraiment le chemin de la moindre résistance et c'est très compliqué, une fois qu'on a ces solutions, de s'en défaire. Donc en plus, on reste bloqué dessus, on reste fixé dessus mais là, on vient de montrer que, sur les solutions écologiques, pour le gaspillage alimentaire, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Il y a pas de différence, on est autant fixé et je vous dis, les enfants sont aussi mauvais que les adultes. Parce qu'on les a pas outillés et qu'on leur a pas donné les outils qui leur permettraient de pouvoir explorer d'autres choses. Et là, il y a un enjeu à réfléchir aussi sur le collectif, sur la chaîne d'approvisionnement, sur tout un tas de choses qu'on peut envisager. Ça demande d'aller chercher des connaissances, parce qu'ils ont aussi un certain nombre de connaissances qu'ils n'ont pas et qui permettent qu'il faudrait identifier pour pouvoir aller les chercher et pouvoir mettre en place derrière des solutions très concrètes avec eux, très concrètes. Y compris si à la fin, ils veulent dire: «Il faut que la cantine soit meilleure». Ça, je suis d'accord, hein. Les Mmh. cantines étaient meilleures. Mais ça sera un vrai choix, ça sera pas un choix Mais par défaut. et puis comment on peut faire pour que la cantine devienne meilleure? Ça devient aussi un autre challenge, c'est-à-dire on peut basculer vers un autre problème. Faire en sorte que la Tout à fait. cantine devienne meilleure.
Mmh. Et qu'est-ce que c'est que de s'alimenter? Et Et il y qu'est-ce que a c'est et et qu'une bonne il y a un vrai alimentation? travail et là, on peut distiller Il y a beaucoup de ça tout connaissances. C'est-à-dire que ces ouais, situations de tout à fait. résolution de problèmes, de conception, de créativité, c'est aussi un prétexte, un à travailler ensemble, donc à faire de la coopération et 2 à résoudre des problèmes pour aller chercher des connaissances nouvelles et donc on gagne des connaissances et on n'a plus besoin de faire un cours où on vous dit: «Bah, la connaissance, c'est ça». Non, c'est aujourd'hui, de toute façon, faut arrêter de considérer que nous vivons dans un monde où on a encore besoin que les gens nous donnent cette connaissance. Ces connaissances, elles Ah, sont c'est clair, partout. D'ailleurs, à si j'étais disposition. aujourd'hui au collège, je dirais: «Mais qu'est-ce que vous m'apportez de plus qu'une plateforme, DigiSchool, Schoolmove où il y a déjà tous les cours, il y a déjà tous les trucs? Qu'est-ce que je fais à aller au collège ou au lycée?» alors qu'en réalité, j'ai déjà tous les cours à disposition et toutes les connaissances sont à disposition sur internet. Ça sert à Mmh. quoi d'aller au Mais c collège ou au lycée? mais c'est votre hypothèse de travail, hein, que celle de former les jeunes à la créativité, à la coopération, pour changer la donne et enfin passer à l'action. J'aime bien cette idée de rêver grand et d'interroger notre système, d'éducation. C'est pourquoi nos jeunes viendraient à l'école? Je veux bien que vous nous parliez des modules d'enseignement que vous êtes en train de concevoir, psychologie de la transition écologique, parce que, j'ai hâte de les lire et d'y participer, parce que je trouve qu'il y a quelque chose, heu, de l'ordre de la plus-value de ce qu'on est en tant qu'adulte pour apporter à nos jeunes et leur permettre d'avoir un pouvoir d'action sur le monde dans lequel ils vivent. Ah, on fait les 2 avec l'INRAE, on a aussi un projet où, on va dans les classes et on fait des ateliers de conception, pour essayer justement en fait de travailler que sur la question de la résolution de problèmes et de comment ils peuvent mettre en place des solutions concrètes dans leur classe, mais aussi à la maison, hein, parce que, il y a un autre biais qu'on a détecté et qui est problématique, c'est que si les enfants arrivent à la maison et disent: «Ah bah moi, je considère que ce serait bien qu'on fasse attention à ça, qu'on fasse attention à ça, qu'on fasse attention à ça». Il y a les parents qui disent: «Ouais, tu nous gonfles avec vos histoires d'écologie, et bientôt tu vas pas devenir écoterroriste non plus, faudrait pas non plus, hein, déconner, quand tu seras chez toi, tu feras ce que tu veux, mais pour le moment, on fait comme ça». Il y a pas d'écoute, on casse comme ça, ce qui peut être discuté, ce qui peut être aussi, vraiment du j'ai envie de dire presque de l'intime, de l'émotionnel pour l'enfant, de se dire, «J'ai besoin de changer, j'ai besoin de faire quelque chose». On a besoin de passer à l'action, j'essaye de le faire et puis, les parents ne sont pas soutenants dans ce passage à l'action parce que encore une fois, on retrouve sur les mêmes mécanismes, hein. Ça nous ferait culpabiliser ou en tout cas, ça voudrait dire que nous, on n'a pas bien fait derrière. Les jeunes sont pas sont faut pas croire non plus que, les jeunes vont développer du coup d'autres choses, vont dire: «Ah bah, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des générations d'avant. C'est eux qui ont pollué, nous on n'y est pour rien donc foutu pour foutu, commandons le dernier iPhone». Hein, et sans nous poser de questions, et ce serait très bien. Bref, la question des modules de formation, pour moi, elle se pense à plusieurs niveaux. Un, il y a les modules qu'on est en train de créer à l'université. Ce sont des modules dans lesquels on essaye de distiller, en fait, ces connaissances de la psychologie de la transition écologique. C'est-à-dire qu'on se dit déjà, il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que les sciences humaines et sociales sont les grands absents de cette transition écologique et je vous donne juste un exemple, hein. On va maintenant aujourd'hui avoir des modules de formation obligatoires à l'université sur la transition écologique. Et je vais dire les 3/4, mais je pense que c'est plutôt les 4/5 en fait, sont concentrés sur des contenus scientifiques. Ce qui est très bien, c'est du savoir, comment fonctionne le réchauffement climatique, quel type de solution il faut adopter, qu'est-ce que machin. Tout ça, oui, c'est très intéressant. Mais sur le comportement, sur nos habitudes, sur notre capacité à résister, à nos habitudes, sur comment on peut changer de comportement, comment on peut stimuler le changement de comportement aussi quand on discute avec nos amis et résister à leur stratégie de coping ou à la dilution de responsabilités qu'ils mettent en place systématiquement. Comment on peut vraiment changer à une échelle collective les comportements des individus? Ça, tout le monde s'en fout. Ou en tout cas, on ne l'a pas mis dans les modules. Donc nous, on s'emparait de ce sujet à l'Institut de psychologie et au LabSID, où on essaye de concevoir des modules de formation qui rediscutent tout ça. Tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, on reprend avec des exemples concrets, avec des expériences qu'on montre, et auxquelles on fait participer les gens, nos propres biais cognitifs, les biais sociaux, qui peuvent être aussi positifs. C'est-à-dire que si vous prenez quelque chose comme le conformisme social, c'est à la fois quelque chose qui vous pousse à l'inaction quand vous avez tous vos amis qui font rien, et c'est à la fois quelque chose qui vous pousse à l'action quand collectivement on se met à faire des choses. Donc le conformisme social en soi, il est pas négatif, il peut être très positif,
dès lors qu'il est dans la bonne direction, c'est-à-dire l'engagement et qu'on essaye de faire quelque chose et à différents niveaux. Donc les biais sociaux et on peut aussi utiliser, alors ça c'est autre chose, on pourrait utiliser certains biais cognitifs pour nous aider justement au contraire à passer à l'action. Nous, on n'est pas sur cette lignée-là, qui est plutôt ce qu'on appelle les nudges, on pourra en parler plus tard si vous voulez, mais nous, on n'est pas dans la logique des nudges, on est plutôt dans la logique très éducative de comprendre son fonctionnement, comprendre ses biais, pour pouvoir ensuite faire un petit pas de côté et quand on est en train de discuter avec ses amis, quand on est à la maison en train de prendre une décision, de se dire: «Ah OK, est-ce que là je suis pas quand même, dans un comportement problématique? Est-ce que je devrais pas y réfléchir?» Déjà juste distiller ça et comment on peut organiser des collectifs, c'est-à-dire comment on peut mettre ensemble des gens qui auraient envie, de travailler ensemble pour coopérer, pour changer les habitudes, changer leurs habitudes à eux, changer les habitudes des institutions. Ah, je suis dans une université où on n'a toujours pas, dans notre UFR, par exemple, le tri, sélectif, ça n'existe pas. Pour une raison que j'ignore. Alors il y a tout un tas de justifications, la mairie, le coût, tout ce que vous voulez, mais on l'a toujours pas. On est en 2024. Ça me sidère quand je vois ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc il y a des enjeux comme ça et comment on peut vraiment, du coup, aussi, en ayant conscience de nos propres biais, faire en sorte que les jeunes, en fait, passent aussi à l'action et puissent aussi être soutenus dans leur volonté de changer les choses et cetera et qu'on ne soit pas encore dans ce regard, de l'adulte, très condescendant sur, cette jeunesse, qui n'y connaît rien et qui a rien vécu et qui, en même temps, nous donne des leçons de ce qu'on devrait faire. Bah, peut-être qu'on devrait écouter de temps en temps aussi les leçons que donnent les jeunes, et parce que c'est à eux qu'on transmet aussi, notre, cette planète et donc nos actions ont des conséquences pour eux et puis il faut l'accepter et puis il faut se dire: «Bah, ouais, nous avons merdé, comment on pourrait faire, pour, être mieux en termes de comportement?» Et donc ça sera abordé dans les modules, Alors, je ne le dirai pas comme cette ça. composante, sociale? Bien sûr, on a Oui. à la fois les biais OK. cognitifs, pour le moment, on a proposé 5 modules sur, les biais cognitifs, les biais sociaux, sur les mécanismes émotionnels aussi, sur les mécanismes de coping, et sur la difficulté, à changer, nos comportements. Pour le moment, ce sont ces modules-là, qui seront, mis à disposition, alors dans un premier temps à l'université, mais j'ai envie de dire, plus largement, hein. C'est-à-dire que c'est des modules, une fois qu'on aura dépassé les contraintes techniques, et parce que je vous cache pas que l'université a pas été d'un grand soutien financier sur la mise en place de ce genre de module. Et que pour le moment, nous n'avons pas obtenu, les fonds et les financements qui nous permettaient de déployer, correctement ces modules. Il y a toujours plein d'excuses. On a préféré, et on a fait un choix, plutôt faire des cours d'espagnol. On a financé beaucoup, les cours d'espagnol. J'ai rien contre l'espagnol, je trouve ça Non, très tout bien, à fait. mais en termes de Tout à fait, on est bien priorité, d'accord. il y a eu aucun projet, Ouais. de la faculté Société et Humanité dans laquelle je suis, qui a été financé, dans cet appel à projets sur, la question de la transition écologique. Alors c'est pas grave, on a des ressources Labsidé, puis on a des partenaires industriels qui voient de l'intérêt, en tout cas, à ce qu'on puisse, développer ce type de recherche, donc on va le faire. Mais c'est vrai que, spontanément, on a aussi une difficulté en psychologie, en ce moment, à financer, en fait, ce type de travaux. C'est pas évident. C'est les mêmes réticences que vous aviez en disant: «Bah, la psychologie, qu'est-ce qu'elle a à voir avec, la transition écologique?» Et les financeurs se disent la même chose. Est-ce que c'est pas un effet de mode? Est-ce que c'est pas juste, pour essayer de récupérer? Non, en fait. Non, Ben en pas le fait, temps. enfin, de façon très ironique, j'aurais envie de dire, c'est une belle démonstration du sujet, qui est le nôtre. Ah mais C'est que c'est c'est QFD quoi, voilà. on est d'accord. Alors après, Ouais. j'ai tendance à virer complotiste quand j'en suis à ce niveau-là, donc j'essaye de faire attention à De pas me ch dire qu'ils Tout à essayent fait. de nous museler et de nous empêcher de changer le Non, non, non. comportement des gens dans le bon sens, mais je constate effectivement qu'un certain nombre de choix sont pas forcément en accord avec, avec l'image qu'on voudrait donner à l'université et qu'il y a besoin, en particulier dans les universités, à ce qu'on puisse avoir des mesures, fortes sur la transition écologique et je pense que la psychologie a vraiment, beaucoup de choses, la psychologie sociale, la psychologie du développement, en fait, toutes les psychologies ont, scientifiques ont vraiment à apporter, des choses
sur cette question de la transition écologique et on verra parce qu'on va évaluer, nous, les modules. Et oui, C'est oui, notre oui. objectif aussi, c'est-à-dire qu'on met en place ces modules et on va essayer de voir si on arrive à changer derrière, les représentations, les volontés d'action ou ce genre de choses et ça, on vous le dira après. Bon, moi, je veux bien faire partie, des testeurs, hein. Oui. Vraiment, je trouve ça passionnant, passionnant. J'aimerais vous entendre sur un dernier point. Heu Si on revient au début, vous nous disiez, que l'important, c'est vraiment de faire collectif. Donc là, on voit bien la volonté et l'hypothèse de formation, d'accompagnement de nos jeunes, du fait de sorti enfin, est-ce qu'on peut penser le collectif encore plus haut et qu'est-ce qu'il y aurait à développer, d'un point de vue, là, politique? Est-ce qu'il y aurait un levier, supplémentaire ou est-ce qu'on attend que, finalement, cette formation infuse la société et qu'elle fasse changer, nos politiques ou on fait faire, ces modules, à nos politiques? Alors, je pense que ce serait pas une mauvaise idée, de leur donner ces modules, hein. Vous savez, il y a eu, Esther Duflo a eu son prix Nobel, sur la question de, comment on peut, faire des expériences, quand on en matière de politique publique. Ce qui paraît un peu surprenant parce qu'on se dit: «Mais normalement ça devrait être comme ça». C'est on fait une expérimentation rigoureuse et puis ensuite on généralise. Mais elle a mis le doigt sur quelque chose qui n'est absolument pas fait et qui n'existait pas et qui était même un ovni, en fait, dans les politiques publiques, ce qui est assez paradoxal. Je pense que de la même manière, il y a une nécessité à pousser ou faire en sorte que nos politiques fassent de la conception et de la conception innovante et qu'on arrête de ressasser, parce qu'eux, c'est exactement ce qu'ils font. Ils vont chercher les solutions, les plus accessibles, les plus simples, les plus classiques, le chemin de cette moindre résistance, la fixation, même si ça marche pas, même si c'est ridicule, même si c'est pas efficace et on le met et comme nous, en tant que récepteurs, bah, nous avons les mêmes biais cognitifs, on se dit: «Ah bah, c'est une bonne idée puisque j'ai pensé à la même chose». Bon et c'est comme ça que dans tout un tas de domaines et pas que dans les domaines de l'écologie, on n'arrive pas à sortir du cadre et à proposer des choses vraiment innovantes, pas forcément meilleures. À la fin, on peut les évaluer, peut-être que ce sera une catastrophe, mais au moins de la nouveauté, au moins une réflexion et d'arrêter pour des problèmes complexes, on ne résoudra pas les problèmes d'écologie en faisant une petite mesure comme ça et en claquant des doigts. Nous sommes sur des problèmes qui sont complexes, qui impliquent du coup qu'on mette en place des outils pour pouvoir les penser. Et la dernière chose que j'aimerais bien dire à nos politiques, c'est que si on veut que les gens se mettent à coopérer entre eux, bah, il faut tout faire pour que l'on fasse de la coopération et j'ai envie de dire dès le plus jeune âge. Donc il y a un enjeu à ce qu'on fasse de la coopération, des compétences psychosociales, de la compréhension des émotions, de la compréhension du point de vue d'autrui, du respect de l'autre, du comment on peut travailler ensemble, comment on peut chacun contribuer. J'ai envie de dire un socle, majeur en fait, des connaissances et des compétences qu'on doit acquérir à l'école. Voilà, Et plus-value effectivement, de l'école. Bon, on va pas se cacher, l'un et l'autre que c'est pas, au goût du jour, hein. On est plutôt sur des retours, vers des fondamentaux, plutôt de l'ordre du savoir, que de l'ordre du savoir-être et du savoir-être ensemble. Eh bien, rêvons grand et faisons et tentons de faire en tout Mais cas. nous avons encore une liberté pédagogique, même si on a un programme, on a une liberté pédagogique qui nous permet encore en tant qu'enseignant et je suis aussi enseignant à l'université qui nous met qui nous et j'ai plus de liberté que, dans le secondaire ou dans le primaire puisque je n'ai pas de programme. Je définis mes propres programmes, donc nous avons cette possibilité de changer les choses et de, changer la manière de faire. Mais je me rends compte comment, dans une société où on dit: «Ah, c'est bien de coopérer, c'est bien d'essayer», effectivement, on essaye de dire: «Ah, bah, le harcèlement, c'est pas bien. Ah, bah, machin» et en réalité, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on fait, va plutôt, dans le sens d'une société de la compétition et pas du tout de la coopération, d'une société de l'individu et de l'évaluation individuelle. Et pas tant de l'évaluation collective de ce qu'on peut faire ensemble. Parce que, on n'est peut-être pas bon en maths, tout seul, mais peut-être que si on apprenait à l'être, meilleur en groupe, ce serait pas et en collectif, ce serait pas si déconnant. Et puis, pour tout vous dire, on est en train de réfléchir à l'université, à savoir si on va pas se mettre à évaluer le niveau de mathématiques d'un certain nombre de nos étudiants, des enseignants d'une manière générale. J'ai envie de dire peut-être qu'on devrait évaluer
le niveau mathématique et la connaissance mathématique dans la société pour peut-être relativiser un peu l'impact véritablement de ce classement PISA ou de ces choses qui nous oui, parce que à la fin, ce qu'il en reste vraiment, ce qu'on mobilise véritablement, est peut-être pas si, en tout cas, peut-être pas aussi important que ce qu'on mobilise en termes de, compétences psychosociales et de, relation à l'autre et en particulier pour une société, dans laquelle on a quand même un certain nombre de valeurs, je vous rappelle, liberté, égalité, fraternité. Si c'est ça le socle en fait, plus que, d'être capable, de résoudre des équations, du second degré ou, de travailler sur les fonctions ou même de faire des probabilités, de manière, un peu complexe. Je me dis et je dis pas, hein, les maths, c'est pas que c'est pas important. Je dis juste, je m'interroge sur, est-ce qu'on regarderait le classement PISA de la même manière si on était très sûr de nous dans notre capacité à créer de la coopération et des gens et des citoyens de demain qui sont là pour travailler ensemble, pour résoudre les problèmes, réels de leur quotidien derrière. Je pense qu'en fait, on relativiserait, on dirait: «Bah, au final, c'est peut-être pas la vraie priorité de ça» et que s'ils veulent faire des maths, et de toute façon, il y a des ressources à disposition, on va pouvoir leur donner ces ressources. Heu, bien, un joli programme. Vraiment merci Mathieu pour ces pistes, à explorer, tant chez nous que dans l'accompagnement de nos élèves, hein, pour enfin passer à l'action. Je rappelle que vous êtes le co-auteur de «C'est pas moi, c'est mon Cla cerveau», une lecture que je recommande. Alors, pour comprendre le fonctionnement, du cerveau, de nos adolescents, mais aussi le nôtre, et je trouve que ça fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. Cette lecture, redonne, une puissance à l'âge de l'adolescence, et je trouve que c'est primordial dans notre société, donc merci, pour cet ouvrage, et je vous avoue qu'à titre perso, j'ai vraiment hâte de lire, un ouvrage que vous écririez sur, le sujet qu'on vient d'aborder ensemble, et les modules de formation, je le répète, m'intéressent très fortement. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation.